Cet affrontement violent s'est produit au cœur des tensions dans les eaux disputées de la mer de Chine méridionale. La confrontation entre le personnel militaire chinois et philippin était proche de la seconde Thomas Shore contestée. Des images de l'armée philippine montrent l'un de ces bateaux éperonnés. Mais récemment, les tensions ont grimpé de façon alarmante dans une autre zone de la mer de Chine méridionale, au large de la côte ouest de la Philippines. Est-ce ici que la prochaine guerre commence ? Les Philippines, pas Taïwan ni le Japon. Vous voyez, il y a seulement quelques semaines, le secrétaire à la défense Pete Hegseth a visité le pays et a assuré l'engagement de l'Amérique à défendre les Philippines si la Chine vient. Eh bien, Xi Jinping a décidé de tester cet engagement. Il y a seulement quelques jours, la garde côtière chinoise a envahi une île philippine inhabitée et a hissé le drapeau chinois là-bas. Les médias d'État chinois célèbrent cette invasion comme la Chine reprenant ce qui lui appartient de droit. Maintenant, chaque pays d'Asie du Sud-Est se prépare à un combat avec l'armée de libération du peuple. Le Vietnam vient de commander 26 F-16 aux États-Unis. Le Japon vient d'ouvrir une toute nouvelle base de combat pour les troupes américaines. Et les Philippines viennent de réaliser l'un des plus grands exercices de défense avec les troupes des États-Unis. Tout le monde sait que la Chine ne veut pas seulement Taïwan, elle veut tout. Cela pourrait être plus, malgré le caractère politique, je vais quand même le dire. Taïwan n'est pas l'état final pour la Chine. La lutte pour Taïwan n'est pas le combat principal selon certains. Ils croient que les Philippines sont leur territoire. Ils croient que la Corée est leur territoire. Ils croient également que la Corée du Nord est leur territoire, mais ils l'apprécient comme un État tampon avec la Corée du Sud. Mais cela changerait dès qu'ils pourraient réellement capturer la Corée du Sud. Et ils pensent même que la plupart du Japon leur appartient. Ils pensent que c'est à eux. Ils ont essayé encore et encore pendant des milliers d'années, et même aujourd'hui, même publiquement, ils ne diront pas qu'ils possèdent tout le Japon, mais ils maintiennent qu'ils possèdent une partie du Japon, comme non, peut-être que nous ne possédons pas tout, mais cette partie est définitivement la nôtre. Il est vraiment dangereux de laisser des gens avec des ambitions millénaires de gouverner ces régions sans contrôle. Parce que même si vous ne vous souciez pas de Taïwan, ce que vous devriez faire, parce que toute notre économie moderne fonctionne avec des puces, et jusqu'à ce que nous trouvions comment les fabriquer mieux ou aussi bien nous-mêmes, nous devons les garder. Même si vous ne vous souciez pas de Taïwan, il y a beaucoup de raisons de s'assurer que nous effrayons la Chine le jour 8, le jour 80, le jour 80. Il semble que de nombreuses chaînes ici sur YouTube qui exposant que les sales tours du Parti communiste chinois sont censurées parce que leurs vues chutent comme des fous. Nous vous demandons donc de nous rendre un grand service en appuyant sur le bouton j'aime et en vous abonnant ci-dessous. Cela nous aide grandement dans l'algorithme et la lutte contre le chef du Parti communiste chinois. Parlons maintenant de cette nouvelle île que la Chine a revendiquée. Voici le rapport du Financial Times à ce sujet. La Chine a saisi un récif contesté à quelques kilomètres seulement de l'avant-poste militaire le plus important des Philippines en mer de Chine méridionale, augmentant le risque d'un nouveau face-à-face entre deux prétendants rivaux. La garde côtière chinoise a mis en œuvre un contrôle maritime et exercé une juridiction souveraine sur Sandy Cay ce mois-ci. Il a déclaré que les officiers de la garde côtière avaient déployé le drapeau chinois pour déclarer la souveraineté sur le récif dans les îles Sparkly. Ce geste marque la première fois depuis de nombreuses années que Pékin, qui revendique presque entièrement la mer de Chine méridionale, a officiellement planté son drapeau sur une autre caractéristique terrestre précédemment inoccupée. La Maison-Blanche a déclaré que les rapports sur la prise de la grotte Sandy par la Chine seraient très préoccupants s'ils s'avéraient vrais. Comme je l'ai mentionné plus tôt, les médias d'État chinois s'amusent à beaucoup avec cela, principalement parce que les États-Unis et les Philippines s'apprêtent à mener l'un des plus grands exercices militaires dans la mer de Chine méridionale, et la Chine n'est pas contente de cela, et c'est ainsi qu'ils voulaient riposter. Le rapport des médias d'État chinois. Des officiers de la garde côtière chinoise ont récemment affiché le drapeau national sur le récif de Tiexian, déclarant la souveraineté tout en nettoyant la zone, en enlevant les bouteilles en plastique, les bâtons de bois et autres débris laissés. Depuis 2024, les Philippines ont à plusieurs reprises tenté d'envoyer des navires près des îles et récifs souverains de la Chine dans la mer de Chine méridionale pour surveiller ce qu'ils prétendent être des activités de construction d'îles artificielles. Vous avez probablement entendu parler de la revendication de la Chine sur la mer de Chine méridionale par la ligne des 9 traits. Comme vous pouvez le voir sur l'image, elle couvre pratiquement toute la mer. Mais une chose que vous ne savez peut-être pas, c'est comment la Chine a obtenu cette revendication. D'où viennent ces 9 traits ? Préparez-vous à rire. Selon le Parti communiste chinois, la mer de Chine méridionale appartient à la Chine, car un explorateur chinois l'a découverte. Donc, par conséquent, elle appartient à la Chine. Je suppose donc que, selon le même raisonnement,
La Chine appartient à l'Italie parce que Marco Polo a soi-disant découvert la Chine. Il est temps que le parti communiste chinois plie bagage et passe les rênes aux Italiens. Blagues à part, le parti communiste chinois se soucie peu de l'histoire régionale. Si le parti communiste chinois voulait vraiment être historiquement précis, alors la Chine serait beaucoup plus petite que ce qu'il contrôle actuellement. Le Tibet et le Xinjiang pourraient être des nations indépendantes, mais le parti communiste chinois ne se préoccupe pas de l'histoire. Il s'intéresse à ce qui se trouve sous la mer de Chine méridionale, et c'est de l'argent, beaucoup d'argent. Vous voyez, on pense que la mer de Chine méridionale contient environ 28 milliards de barils de réserves de pétrole, 266 billions de pieds cubes de gaz naturel, et abrite un tiers de toute la biodiversité marine mondiale. Comme si tout cela ne suffisait pas, la mer de Chine méridionale est également une route commerciale très importante. En 2023, environ 5,3 billions de dollars de commerce ont transité par la mer de Chine méridionale. Maintenant, la Chine aimerait avoir accès à tout cela, surtout si l'on considère qu'environ 50% du pétrole chinois est importé du Moyen-Orient. Ainsi, en contrôlant la mer de Chine méridionale, ils ont accès aux réserves de pétrole, et peuvent sécuriser les voies de transit pour le pétrole que la Chine obtient du Moyen-Orient. Mais c'est là que la Chine a un gros problème, et c'est quelque chose appelé le droit international. Et je sais que vous riez. Quand est-ce que le droit international a déjà arrêté le Parti communiste chinois auparavant? Vous voyez, selon la loi de la mer, qui a été signée lors de la Convention des Nations Unies de 1982, les eaux territoriales souveraines de chaque pays s'étendent au maximum à 12 000 nautiques de sa côte, soit environ 22 km. Au-delà de cela, chaque pays côtier peut établir une zone économique exclusive s'étendant à peu près à 200 000 nautiques, soit environ 370 km de sa côte. Tous les pays qui font partie des Nations Unies reconnaissent cette loi, y compris la Chine. Et c'est en fait ainsi que chaque pays a revendiqué faire partie de la mer de Chine méridionale, à 200 000 nautiques de leur côte. Tous les pays sauf la Chine ont des revendications qui se chevauchent au Vietnam, en Malaisie, en Birmanie et aux Philippines. Mais personne n'en parle beaucoup, parce que, eh bien, tous ces pays sont unis ensemble contre la revendication de la Chine. Comme vous le savez, la Chine a cette grande ligne de 9 traits, qui couvre 90% de la mer. Le Parti communiste chinois a été très agressif pour faire respecter cette ligne de 9 traits. Et Sky News a été témoin d'une confrontation dans la contestée mer de Chine méridionale. Un navire de la garde côtière chinoise a utilisé un canon à eau sur un navire appartenant aux Philippines, sur lequel se trouvait notre équipe, y compris la correspondante en Asie, Cordelia Lynch. Dans une déclaration le mois dernier, le porte-parole du gouvernement chinois a affirmé que leurs actions dans la région respectaient le droit international. Plus d'informations de Cordelia à suivre. Nous sommes à bord d'un navire de la garde côtière philippine. Nous sommes au milieu de la mer de Chine méridionale. C'est une voie navigable fortement contestée. Et ce qui m'entoure maintenant, c'est un toit cassé, parce que la garde côtière chinoise que vous pouvez voir ici nous a directement tiré dessus avec des canons à eau. Cela a longtemps été un jeu de va-tout entre la Chine et les Philippines. Ils revendiquent tous les deux la possession de cette voie navigable. Et nous avons assisté à une lutte, une chorégraphie au cours des dernières heures entre les deux, la garde côtière philippine étant encerclée par les Chinois. Maintenant, c'est quelque chose qui pourrait facilement prendre une tournure pour le pire. Ils ont réussi à contenir un possible conflit ouvert, mais les analystes craignent que les choses ne changent facilement. Nous avons vu les États-Unis renforcer leur présence militaire dans cette zone, alors qu'ils appellent la Chine à ne pas adopter ce qu'ils décrivent comme des tactiques agressives. Les Chinois disent que c'est leur droit d'être ici. Malheureusement pour le Parti communiste chinois, les États-Unis ne laisseront pas la Chine intimider ses petits voisins. C'était le message du secrétaire à la défense Pete Hegseth à la Chine lorsqu'il visitait les Philippines il y a seulement 4 semaines. Nous veillerons donc à ce que la liberté de navigation revienne dans cette partie du monde, tout aussi pertinente pour notre conversation d'aujourd'hui. La liberté de navigation est expérimentée par les Philippines, dans la mer de Chine méridionale ou la mer des Philippines occidentales. C'est quelque chose que nous prenons très au sérieux. Il y a une longue liste de pays dans le passé qui ont tenté de tester la résolution des États-Unis. Nous sommes résolus à ce moment, à travailler avec nos partenaires pour rétablir l'éthos du guerrier, pour reconstruire notre armée et rétablir la dissuasion et venir aux côtés de nos alliés et partenaires en premier lieu.
dans cette région. En raison des actions chinoises, l'armée des États-Unis a également déployé un lanceur de missiles anti-navires pour la première fois sur l'île de Bataan aux Philippines. Ce déploiement faisait partie des scénarios de bataille simulés qui ont été menés pendant le week-end lors des exercices annuels de Bakultan entre les États-Unis et son plus ancien allié par traité en Russie, les Philippines. Cet exercice a non seulement simulé une guerre réelle, mais a également envoyé un message fort à la Chine. Les forces américaines et philippines ont séparément déclenché un barrage de tirs de missiles et d'artillerie qui ont abattu plusieurs drones agissant comme des avions hostiles lors d'exercices de tirs réels. Environ 9000 Américains et 5000 militaires philippins ont participé à cet exercice de combat. En plus de cela, au moins 260 personnels australiens ont également rejoint, avec les plus petites délégations d'observateurs du Japon et d'autres pays qui ont également observé les exercices. Comme prévu, la Chine s'opposait complètement aux exercices de combat et les qualifiait de provocateurs. Pour envoyer son propre message, le Parti communiste chinois a fait naviguer un groupe de porte-avions quelques jours avant le début des exercices. Il est clair que la Chine n'apprécie pas que les Philippines se défendent en mer de Chine méridionale, et la Chine a recours à des méthodes déloyales. Elle s'en prend maintenant aux responsables à l'intérieur des Philippines. Il y a juste 3 jours, les Philippines ont découvert que l'ambassade chinoise dans le pays avait engagé une agence de relations publiques pour diffuser de la désinformation ciblant le président du pays. Et en plus, pour diffuser de la désinformation concernant la revendication des Philippines en mer de Chine méridionale. Ou comme les Philippines aiment l'appeler, la mer des Philippines occidentales. Vous voyez. Même Google a récemment modifié ses Google Maps pour étiqueter la mer des Philippines occidentales. Et la Chine n'est pas contente de cela. Ils mènent donc le combat à l'intérieur des Philippines, et ils s'en prennent aux responsables qui résistent au Parti communiste chinois. Dernière nouvelle. La Chine finance des fermes de trolls locales dans le cadre d'une opération d'information et d'influence secrète visant le gouvernement philippin et les sénateurs philippins. Lors d'une audience au Sénat, un sénateur a présenté un chèque de 930 000 pesos que l'ambassade chinoise a versé à une entreprise locale de solutions marketing en 2023 pour exploiter un réseau de guerriers du clavier. Ce n'est pas nouveau. La Chine a les mêmes guerriers du clavier partout sur Internet, y compris sur Twitter. Ils sont disponibles sur YouTube et probablement aussi sur Facebook. Je viens de trouver l'un des tweets les plus choquants que j'ai jamais vu, qui a obtenu environ 5000 vues sur Twitter. Et le voici. Ce faux compte chinois a posté que seulement environ 300 personnes sont mortes lors du massacre de la place Tiananmen. La majorité étaient des soldats tués par des agitateurs et des ouvriers payés par les États-Unis d'Amérique. Les États-Unis ont tenté d'installer Zhao Zhejiang comme leur pantin, le présentant comme le potentiel Gorbatchev chinois. Si les États-Unis avaient réussi leur changement de régime, 900 millions de Chinois auraient vécu dans la pauvreté. Nous allons maintenant discuter du chiffre de 800 millions. Mais d'abord, parlons du fait que ce tweet, qui est une désinformation queer, c'est de la propagande queer, a obtenu 500 000 vues sur Twitter. Je n'ose pas imaginer la désinformation sur TikTok. N'ayant pas l'application, je ne peux pas en juger par moi-même. Comme vous n'avez pas TikTok, vous ne pouvez pas savoir. Mais ce qui m'inquiète, c'est que la jeunesse américaine a TikTok et qu'elle est nourrie de toute cette propagande chinoise alors que nous essayons de nous détacher de la Chine. L'industrie du tourisme n'est pas dépendante de la Chine, et la Chine a un accès direct à notre avenir. Je ne comprends pas pourquoi TikTok n'est pas interdit. Le projet de loi a été adopté par les 2 chambres et a été signé par le président, et maintenant tout ce que nous attendons, c'est qu'il soit interdit. Je ne saisis pas pourquoi l'administration Trump n'est pas passée à l'action. Nous traitons la Chine comme si c'était le Japon dans les années 1980, où nous avons simplement une compétition économique avec la nation, alors qu'en réalité ce n'est tout simplement pas vrai. La direction chinoise ne voit pas cela comme une compétition économique. Ils voient cela comme une crise existentielle, et cela signifie qu'ils utilisent toutes les astuces qu'ils ont pour obtenir tous les avantages qu'ils peuvent. Je crois que je suis allé au Japon pour la première fois en 1991, dans les 12 mois suivant le pic de la bulle, une décennie de ce dégonflement, une décennie de malaise. Et puis en 2012, j'ai rencontré un homme, en 2011, qui se présentait pour le poste de Premier ministre nommé Shinzo Abe, et il savait que le Japon avait besoin de changements et l'a mis en œuvre très rapidement. Plus d'une décennie plus tard, le Japon a connu une croissance économique remarquable. Et je pense qu'ils sont des homologues chinois qui viendront à cette réalisation. Et certaines de nos politiques, parfois il faut une poussée externe. C'est la même Chine qui envoie volontairement du fentanyl aux États-Unis, ce qui cause la mort de millions d'Américains.
Le Parti communiste chinois prétend publiquement vouloir aider les États-Unis à stopper le commerce du fentanyl. Mais en réalité, il travaille activement contre cet objectif. Chaque fois que les enquêteurs américains demandent à la Chine de l'aide pour arrêter quelqu'un en Chine qui est fortement impliqué dans ce commerce, devinez ce que fait la Chine. Il n'aide même pas réellement. En fait, il laisse le coupable savoir que les États-Unis l'enquêtent, afin qu'il puisse se racheter, et qu'il puisse faire le commerce plus en sécurité, si vous voyez ce que je veux dire. C'est un État qui envoie activement des drogues que nous tentons de stopper. Peut-être ne devrions-nous pas les traiter comme de simples concurrents économiques. C'est là que nous devons être forts lorsque nous négocions avec la Chine. Les négociations avec la Chine devraient couvrir non seulement le montant de nos échanges, mais aussi tous les griefs que nous avons contre le Parti communiste chinois. Elles devraient protéger la propriété intellectuelle des entrepreneurs américains et arrêter le commerce du fentanyl. Et bien sûr, elles devraient équilibrer les règles du jeu. Si les entreprises chinoises peuvent venir ici et vendre, les entreprises américaines devraient pouvoir aller en Chine et vendre sans avoir à se soucier que leur propriété intellectuelle soit simplement volée. Xi Jinping réalise maintenant que l'objectif des États-Unis va bien au-delà d'un simple déficit commercial. Et c'est pourquoi il fait traîner les négociations. Et il le fait d'une manière très unique, où, même si l'économie chinoise est en difficulté, et même si les officiels chinois ont déjà commencé à négocier avec les officiels des États-Unis, publiquement, la Chine dit qu'elle ne négocie pas du tout. Les problèmes devraient être résolus par des négociations et la pratique de la pression maximale devrait être abandonnée. Les menaces et le chantage doivent cesser et le dialogue avec la Chine devrait être basé sur l'égalité, le respect et le bénéfice mutuel. Tous les rapports suggérant le contraire sont faux. D'après ce que je comprends, il n'y a eu aucune consultation ou négociation entre la Chine et les États-Unis concernant les tarifs, encore moins un accord conclu. Cette guerre tarifaire a été initiée par les États-Unis et la position de la Chine est restée claire et cohérente. Nous sommes prêts à nous engager si nécessaire, mais restons ouverts au dialogue. Cependant, tout dialogue et négociation doivent être basés sur l'égalité, le respect Et mutuel. Les États-Unis abusent des tarifs, sapant gravement les règles de l'Organisation mondiale du commerce dans le but d'en tirer profit. Littéralement 12 heures après cette déclaration, nous avons une photo d'un haut fonctionnaire chinois entrant dans le bâtiment du département du Trésor des États-Unis. Et nous avons également un commentaire du journaliste qui a obtenu cette photo, disant que les fonctionnaires chinois ont essayé de l'empêcher de prendre les photos, et l'ont même forcé à en supprimer certaines. Malheureusement, ce n'est pas la Chine. Les fonctionnaires du Parti communiste chinois ont oublié qu'aux États-Unis, nous avons la liberté de la presse. Voici le rapport. Vers 7 heures du matin, le 24 avril, un haut fonctionnaire du ministère des Finances chinois a été vu entrant au siège du département du Trésor des États-Unis à Washington, district de Columbia, accompagné de 10 accompagnateurs. La photo montre des accompagnateurs chinois, attendant la fin de la réunion bilatérale. Ils portèrent des cartes d'identité pour assister à la réunion des ministres des Finances du G20, et leur nationalité était écrite comme Chine sur la carte d'identité. Les responsables chinois ont fortement empêché la presse de prendre des photos de hauts fonctionnaires entrant dans le bâtiment du Trésor des États-Unis. Bien que la presse ait dit « Nous n'avons aucune autorité pour bloquer la liberté de la presse », l'officiel chinois a dit « Nous avons le droit de refuser de permettre à notre personnel d'être photographié et a exigé que la presse supprime toutes les photos prises sur leur smartphone. » Maintenant, Xi fait ce qu'il a fait la première fois dans Trump 1.0. Lorsque le président Trump a imposé des tarifs sur les produits chinois en 2018, Xi Jinping a simplement prolongé les négociations. Un accord commercial a été conclu à la fin de l'administration Trump, et Xi espérait que la prochaine administration serait plus clémente envers la Chine. Mais malheureusement pour le Parti communiste chinois, le président Biden a simplement redoublé leurs sanctions et tarifs, et s'est assuré que la Chine ne pourrait faire aucun gain sur le front de l'intelligence artificielle. Le président Trump est de retour et va à fond. Xi Jinping espère répéter la même chose. Il suffit de prolonger les conversations aussi longtemps que possible. Voici son plan. Xi a proposé de laisser les gars de bas niveau commencer à négocier. Mais Trump insiste pour que Xi décroche le téléphone et négocie. Voilà pourquoi les États-Unis et la Chine n'en parlent pas vraiment. Mais pourquoi est-ce important ? Je vais vous expliquer. Xi utilise des tactiques de négociation chinoises classiques, notamment en jouant la montre. Il a proposé de supprimer les tarifs pour commencer les négociations. Il veut faire traîner cela jusqu'au prochain responsable. Trump reconnaît probablement cela de son premier rodéo de chèvre, mais n'adhère pas à la tactique de retard et d'extension. Rappelez-vous que l'accord commercial de phase 1 de 2020 a été conclu vers la fin du premier mandat de Trump, même s'ils avaient été en négociation presque tout le temps.
Il a probablement retenu sa leçon. De plus, qui veut, ce qu'on appelle en Chine, le trancher en fines lamelles. Vous commencez avec un saucisson et vous avancez à travers diverses étapes de négociation. Et à chaque étape, votre nouvel interlocuteur examine juste une tranche. Lorsque vous arrivez à la signature, il ne reste plus de saucisson. Xi et la Chine utilisent souvent cette arnaque. Une fois de plus, je soupçonne que Trump a retenu la leçon et refuse d'agir tant que Xi n'aura pas conclu l'accord par téléphone. Il y a d'autres raisons, mais commencez par là. Même les choses auxquelles les gens ne prêtent pas attention, ou ne saisissent vraiment pas, indiquent que ce tour des États-Unis en Chine va être très différent du premier tour. YouTube se développe si rapidement qu'il vient de dépasser Netflix pour devenir l'application la plus populaire à la télévision. C'est juste à la télévision d'ailleurs. Si vous combinez la télévision, les téléphones, les ordinateurs, les tablettes, les gens passent un temps fou à regarder YouTube. C'est exactement pourquoi YouTube paie les créateurs 45 000 $ par minute, soit 64 millions de dollars chaque jour. Donc, si vous avez déjà pensé à créer une chaîne YouTube pour vous-même, c'est le moment parfait. Et si vous cherchez à apprendre comment les gens grandissaient sur YouTube en 2025, comme ce gars qui a obtenu des millions de vues en quelques mois seulement après avoir commencé une chaîne, alors j'ai une solution pour vous. Le week-end, j'organise un bootcamp gratuit pour les débutants, où je partagerai tous nos conseils sur YouTube et répondrai à toutes vos questions sur la croissance sur YouTube. Si vous êtes intéressé pour apprendre de ce bootcamp, vous pouvez vous inscrire en cliquant sur le lien dans la description ou en scannant le code Quick Response sur votre écran.